saut à la perche, Thierry Vigneron égale sa meilleure performance mondiale. Possible blocus de Cuba, dit Washington, si les livraisons d'armes aux insurgés du Salvador ne cessent pas. Le quotidien Libération interrompt sa parution, un nouveau journal paraîtra en septembre. Nicolas, 12 ans, réussit à mettre en fuite tout seul 4 voleurs. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il nous avait déçus à Moscou à l'occasion des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, les perchistes français se sont rattrapés, vous le savez peut-être si vous avez suivi Stade 2. Mais si vous rentrez à l'instant, je ne peux résister au plaisir de vous montrer le bond de Thierry Vigneron au championnat d'Europe d'athlétisme à Grenoble. Regardez bien la barre dans quelques secondes. Elle est à 5,70 m du sol. 2 étages pratiquement dans un immeuble moderne. Vigneron, qui se prépare, va réaliser et égaler sa meilleure performance mondiale en salle. Numéro 222, Thierry Vigneron, médaille d'or au championnat d'Europe de Grenoble. Oui, de très beaux sauts pour une médaille de champion d'Europe. À l'une des journaux demain, vous retrouvez bien sûr cette photo de Thierry Vigneron, mais à la première page, vous verrez peut-être aussi le visage d'un jeune garçon de 12 ans. Alors n'en faisons ni un Zorro, ni un Tarzan. Son acte lui a peut-être été plus dicté par l'inconscience de son jeune âge que par le courage réfléchi. Mais ce jeune garçon a tout de même mis en fuite 4 voyous, à peine plus âgés que lui, qui tentaient de s'introduire vendredi soir dans le pavillon de Franconville, dans le Val d'Oise, où il était resté seul pour la soirée. 4 jeunes voyous face à un jeune garçon. Alors affabulation, diront peut-être certains. Eh bien non, tout est vrai dans ce qu'il raconte. Nous l'avons vérifié cet après-midi. Franconville, une petite rue tranquille, un pavillon tranquille et un petit garçon tranquille à l'intérieur. Un chien pas très tranquille qui garde la maison, mais s'est sauvé juste au moment où 4 vilains garçons rentrent dans le pavillon pour peut-être y commettre une mauvaise action. Et le petit garçon tranquille va se défendre. Vendredi après-midi, vers 3h moins le quart, il y a des types qui sont arrivés chez moi. Alors, moi, la première réflexion, je suis allé voir qui c'était. Je les connaissais pas, je suis monté dans ma chambre. Puis les types, ils sont arrivés. Alors, le plus grand, il leur a fait signe des mains, comme ça, de rentrer dans les chambres. Alors, moi, il y avait le plus grand qui est dans ma chambre. J'ai saisi ma carabine, j'ai tiré dessus. Alors, le type, il s'est roulé par terre, il disait qu'il avait mal au bras. Après, tout le monde est arrivé, ils avaient arrêté de fouiller. Il y en a 2 qui se sont sauvés, et puis il en restait un, il a voulu me sauter dessus. Alors moi, j'étais affolé, j'ai pris mon opinel, et puis j'ai planté dans l'épaule droite. Voilà, alors après, le type, il s'est relevé, il est parti en pleurant, ils sont partis tous les 2 en pleurant. Et t'as pas eu peur? Ben, si. Après, j'étais affolé, mais sur le coup, j'ai été trop énervé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une aventure qui est malheureuse parce que ça ne devrait pas arriver. C'est regrettable de faire un tour de publicité. Il y a un tour de publicité qu'on fait autour d'un fait divers qui aurait pu mal tourner. Oui, et il ne faut pas faire trop de publicité à cette affaire, c'est ce que disait il y a quelques minutes le père de ce jeune garçon, il a raison. Mais tout de même, une enquête a été ouverte par la police et l'on recherche bel et bien dans la région les 4 jeunes voyous qui voulaient dévaliser ce pavillon. Ils ne sont sans doute pas beaucoup plus âgés que le jeune Nicolas. L'événement de la semaine se déroulera à Moscou. Demain matin, dans la capitale soviétique, le monde communiste sera réuni. Le monde communiste, moins la Chine, bien sûr, moins l'Albanie. Et puis, il y aura aussi des absents. L'Espagnol Carrillo et l'Italien Berlinguer n'ont pas fait le voyage. Ils sont en désaccord sur un certain nombre de points avec les orientations du Parti communiste soviétique. Monsieur Georges Marchais sera absent lui aussi, mais lui, c'est pour raison de campagne électorale en France. La délégation du PCF sera conduite par monsieur Plissonnier. Du côté de l'Europe de l'Est, ils ont tous fait le voyage. Les Tchèques, les Hongrois, les Allemands de l'Est, mais aussi les Polonais. Une délégation polonaise très attendue à Moscou. Elle était conduite par le premier secrétaire du Parti unifié ouvrier polonais, monsieur Kania. Alors, Georges Bortoli, ce que l'on va suivre essentiellement durant ce 26e congrès, c'est le rapport de monsieur Brejnev et peut-être les nouvelles orientations ou les confirmations d'orientation de la politique étrangère soviétique. Je pense qu'il faut parler de confrontation dans la mesure où ce congrès va être la confirmation et l'apothéose d'une génération âgée.
M. Brejnev a 74 ans, il est entouré de dirigeants qui sont un peu plus âgés, un peu moins âgés, mais qui sont approximativement de cette génération. Et il faut bien voir que cette génération a une double attitude de pensée. La première attitude de pensée, c'est un peu dans les 10 commandements, c'est qu'il faut exporter le régime soviétique à travers le monde dans toute la mesure du possible. Mais, deuxième attitude, c'est qu'il faut éviter de prendre des risques excessifs. Et il va être très intéressant de prendre en considération, de comparer cette double attitude qui est de défi et de dialogue, à la fois avec l'attitude de M. Reagan, qui est aussi un homme de défi, puisqu'il en est à laisser parler de blocus éventuel de Cuba, ce qui est quand même très gros, mais qui peut être aussi un homme de dialogue. Et au fond, la vraie question qui va se poser pendant ce congrès, est-ce qu'on va reprendre le dialogue entre M. Brejnev et M. Reagan? Oui, c'est une des surprises, effectivement, de ce parti communiste. Et on dit beaucoup à Moscou qu'un éventuel sommet américano-soviétique pourrait être organisé, sommet étendu d'ailleurs aux autres puissances. C'est en tout cas une idée qu'a exprimé le président français, M. Giscard d'Estaing. Il a exprimé au cours d'une rencontre avec un journaliste du grand journal américain, le Washington Post, et c'est publié aujourd'hui dans les colonnes de ce journal. M. Giscard d'Estaing pense effectivement que l'année 81 va être dure sur le plan des rapports Est-Ouest, qu'elle va être tendue, mais que peut-être vers la fin de cette année, M. Brejnev et M. Reagan pourraient quand même se rencontrer, et que ça pourrait être pas seulement une rencontre à deux, mais une rencontre élargie à d'autres dirigeants occidentaux, presque une conférence internationale, si vous voulez, qui remettrait à plat tous les problèmes de la coexistence Est-Ouest de façon à repartir. Mais d'ici là, il faudra, je pense, supporter certaines péripéties, car au fond, tout va dépendre de deux chapitres essentiels pour nous. C'est la façon dont les soviétiques vont se comporter en ce qui concerne l'Afghanistan et en ce qui concerne la Pologne. Oui, et les rapports Est-Ouest, ce sera aussi le thème essentiel des conversations entre M. Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, et le nouveau secrétaire d'État américain, M. Alexander Haig, rencontre qui se déroulera demain à Washington. Mais au-delà de la politique de l'Occident face au monde socialiste, entre Américains et Français, il y aura aussi quelques petits points de désaccord à Les régler. relations entre la France et l'Amérique ont toujours été, vous le savez, difficiles. Alors, en gros, les deux reproches majeurs que l'on s'est toujours fait de part et d'autre de l'Atlantique sont soit un manque de solidarité des Européens avec les Américains, soit un manque de cohérence, de consultation et une volonté de domination des Américains vis-à-vis du vieux continent. Aujourd'hui, le climat semble cependant meilleur. La nouvelle administration américaine bénéficie de la part du gouvernement français d'un préjugé favorable. Même si lors du dernier sommet franco-allemand, le chancelier Helmut Schmidt et M. Valéry Giscard d'Estaing ont conseillé, disons, un peu plus de retenue verbale à Ronald Reagan. Autre signe de détente, la déclaration du président américain au Figaro Magazine. L'Europe occidentale, a-t-il dit, sera toujours et sera amenée à jouer un rôle majeur et indispensable dans l'organisation de notre sécurité. Demain, Jean-François Poncet rencontrera à Washington le général Haig, le véritable patron de la diplomatie américaine, et l'un des premiers sujets de discussion sera sans aucun doute la situation au Salvador. Les États-Unis ne cachent pas que pour eux, le maintien au pouvoir de la junte militaire qui dirige le pays est l'une des priorités absolues. Et d'une certaine façon, ce problème du Salvador constitue le premier test de solidarité des Européens avec la nouvelle équipe américaine. Pour une fois, les Américains, et c'est vrai, ont largement consulté les Européens en fournissant même ce qu'ils considèrent comme des preuves irréfutables des ingérences soviétiques et cubaines dans cette région. Reste à savoir maintenant si les Européens et les Français suivront le gouvernement américain dans sa politique dure vis-à-vis de l'Amérique centrale. Le général Haig n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Cependant, la marge de manœuvre de Jean-François Poncet est étroite, justement, entre la solidarité occidentale et l'indépendance nationale. Oui, à propos du Salvador, justement, Washington durcit le ton. Selon l'un des principaux conseillers du président Reagan, M. Edward Meese, la possibilité d'un blocus de Cuba par les Américains n'est pas à écarter si des livraisons d'armes aux insurgés du Salvador ne cessent pas. Avant de faire cette déclaration, M. Edward Meese venait de rencontrer le président américain, M. Ronald Reagan. Au-delà de cette rencontre, Alexander Haig, M. François Poncet, nous en saurons plus aussi demain soir sur l'orientation de la politique étrangère américaine. M. Alexander Haig sera en effet l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel pour un carte sur table tout à fait exceptionnel. Il est réalisé, ce carte sur table, dans la capitale américaine. Invité également de Jean-Pierre Elkabbach, M. Jean-François Poncet. Et puis, j'en suis à la journée de demain, alors sachez que nous parlerons également beaucoup de l'Algérie au cours de nos journaux. Daniel Bilalian et Patrick Poivre d'Arvor sont en effet de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est d'Algérie même qu'ils nous présenteront les deux grandes éditions du journal Antenne de Midi et l'édition de 20h.
On ne sait pas s'il faut relier cela aux difficultés actuelles du dialogue Est-Ouest, mais un attentat a sérieusement endommagé cette nuit l'immeuble de Radio Free Europe à Munich. 8 personnes ont été blessées, mais fait plus surprenant encore pour un événement de ce genre, l'agence TASS à Moscou et l'agence de presse polonaise ont annoncé très rapidement cet attentat. 8 blessés et 10 millions de francs de dégâts, aucune indication sur le ou les auteurs de l'attentat. Simplement les premières conclusions des experts de la police de Munich, une charge de plastique de 5 à 10 kilos placée contre la façade de l'immeuble. But de l'attentat, incontestablement dans l'intention de mettre hors service la majeure partie des installations techniques de Radio Free Europe, avec l'hypothèse de plus en plus probable d'un attentat politique. Radio Free Europe, créée en 1950, il y a plus de 30 ans en pleine période de guerre froide, est un émetteur radio installé par les Américains sur le sol allemand à Munich. Son objectif, arroser la majeure partie des pays de l'Est. Aujourd'hui, ce sont 1000 personnes qui travaillent à Radio Free Europe, diffusant des programmes en 15 langues vers l'Union soviétique et ses voisins, avec, depuis quelques mois, des programmes considérablement renforcés, principalement vers la Pologne, ce qui a valu à Radio Free Europe de très violentes critiques dans la presse soviétique. Oui, au chapitre des bombes, 2 explosions aussi, mais à Téhéran, elles ont fait 2 morts et une vingtaine de blessés dans le centre de la capitale iranienne. Le pape Jean-Paul II est en route vers le Japon. Le souverain pontife a passé cette journée de dimanche en plein Pacifique, dans l'île de Guam, très exactement. Un voyage loin de la foule des Philippines. Guam, c'est une petite île qui compte à peine plus de 100 000 habitants. Il n'était que 100 000 peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de réserver un accueil enthousiaste à Jean-Paul II. De Guam, Jean-Claude Darigo. Le petit peuple philippin des villes et des campagnes a été satisfait de la visite du pape. Sa foi religieuse simple s'est nourrie de la présence toujours aussi fascinante de Jean-Paul II, qui n'économise ni son temps ni ses efforts pour rencontrer les foules. L'observateur occidental, lui, est plus réservé. D'abord, il note la récupération éhontée du voyage par une classe politique de possédants essayant en toute occasion de figurer aux côtés du pape afin d'obtenir une image d'identification. Dans ce domaine précis, l'épouse du président Marcos s'est particulièrement distinguée. Ensuite, les discours de Jean-Paul II, s'ils ont été doctrinalement très fournis, ont semblé manifester un net recul sur le plan de l'engagement social par rapport à ce que l'on a entendu en France et au Brésil. Nous n'avons rencontré aucun évêque philippin dont on puisse dire qu'il conteste ouvertement et d'une manière permanente la politique globale du pouvoir en place à Manille. Le cardinal Sin lui-même affirme pratiquer une collaboration critique, rien de plus. Le pape n'a probablement pas voulu déjuger la hiérarchie philippine. L'événement de la première partie du voyage du pape en Asie demeurera sans conteste sa main tendue à la Chine communiste. Même si l'interlocuteur chinois demeure dans l'expectative, on peut dire d'ores et déjà qu'une ère nouvelle s'est ouverte entre l'Église et la Chine de Pékin, qui compte, il ne faut pas l'oublier, 1 milliard d'hommes et probablement plus de 3 millions de catholiques. Oui, et là vous avez vu le pape Jean-Paul II monter dans l'avion qui allait le conduire à Guam. France, la campagne présidentielle. Monsieur Olivier Guichard était l'invité il y a quelques minutes seulement du club de la presse d'Europe numéro 1. Monsieur Olivier Guichard soutient monsieur Michel Debré, mais en tout état de cause, il nous l'avait d'ailleurs dit dans Antenne de Midi il y a quelques jours, il se prononcera pour le candidat de la majorité au second tour. Alors au passage, un petit coup de patte de monsieur Olivier Guichard pour monsieur Chirac, qui n'aurait pas dû se présenter, et un autre en direction de madame Marie-France Garot, qui a une position extérieure au gaullisme. Monsieur Chirac, lui, était en Bretagne, où il poursuit son tour de France électoral. Il a proposé la création d'un ministère de la mer. La pêche est l'une de nos richesses nationales, a dit monsieur Jacques Chirac, qu'il faut maintenir une industrie de la pêche en France. Et le maire de Paris a assuré aux marins-pêcheurs la mise en place d'une aide au gasoil, s'il était élu, bien sûr. Côté opposition, pour M. Bérégovoy, secrétaire national du Parti socialiste, eh bien, le risque le plus grand que pourrait courir le pays sur tous les plans, ce serait la réélection de l'actuel chef de l'État. Pour M. Bérégovoy, il ne suffit pas de mettre le Premier ministre au piquet pour escamoter les responsabilités du président. Demain à Rambouillet, le Conseil des ministres se réunira exceptionnellement autour du président de la République au cours de ce Conseil extraordinaire. C'est le 4e seulement depuis le début du septennat. On parlera surtout des affaires sociales. Les 9 mesures prioritaires seront examinées. Elles concernent l'enfance, l'emploi féminin et le pacte pour l'emploi du personnel d'encadrement.
Toujours dans le domaine social, M. Stoléru repart en guerre contre le travail au noir. Alors pas le petit travail au noir qui s'apparente plus d'ailleurs au bricolage qu'à autre chose, mais à celui qui est délibéré, organisé, structuré et systématique. Lutter contre cette sorte de travail clandestin, a déclaré M. Stoléru, c'est créer des emplois, assurer une meilleure justice et favoriser le développement de l'artisanat en rétablissant une saine concurrence. Le numéro 2184 de notre confrère Libération sera le dernier de l'actuelle série. Ce sera un objet pour les collectionneurs bientôt. À l'issue d'une réunion de l'ensemble des personnels de Libération, par 70 voix et 45 abstentions, la décision de suspendre la publication a été prise pour la direction du quotidien héritier des événements de mai 68, Libé. Donc cette équipe s'arrête. Cette équipe dit, ce Libération-là, que nous avons fait, qui est une grande chose, qui est vraisemblablement une des grandes choses des années 70, ce Libération s'arrête. Mais il s'arrête pour revivre, pour libérer Libération. S'il y a un Libération qui est possible, et qui est contenu dans ce Libération-là en ce moment, donc pas un autre journal, ce Libération qui est contenu à l'intérieur, et qui est un peu, disons, opprimé par le fonctionnement même du journal, par l'ensemble des composantes qui faisaient le journal, s'il est opprimé, mais donc on se donne une chance, en me confiant le titre, de dire, eh ben, on va tenter cette chance, qui va faire en sorte que, eh ben, une nouvelle équipe, donc ce nouveau Libération qui poursuit l'ancien sur ce qu'il a de plus positif, puisse vivre, puisse exister. Personne n'a envie, et surtout moi pas le premier, j'ai pas envie que Libération s'arrête. Ce que je dis, c'est que peut-être ça s'arrêtera, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais de toute façon ça réapparaîtra. C'est une certitude, et on le fait, et même cette interruption, si ça se trouve dans 1 an ou dans 2 ans, on se reverra, cette interruption sera oubliée. Et ce qui restera, c'est quoi? Eh bien, c'est peut-être, du tout moins, c'est ce que je souhaite, et ce que souhaitent tous les gens qui veulent que reprenne cette formule de Libération. Eh bien, ce qu'ils souhaitent, c'est que Libération a fait un formidable bond en avant. C'est pour cela que ça se passe. C'est aussi pour ça que ça se passe. Oui, et demain, Libé aura certainement plus de lecteurs que la semaine passée. On ne va pas boire beaucoup d'eau à Nîmes ce soir, on ne va pas beaucoup se laver non plus. À la suite d'une rupture d'une canalisation de 80 cm de diamètre, tout le centre de Nîmes est privé d'eau depuis le début de la matinée. Les travaux ont été immédiatement engagés, mais la distribution d'eau potable ne pourra être rétablie que dans la journée de demain. Un sondage. Rassurez-vous, il n'est pas politique, mais il nous apprend que les Français commencent à douter de la science. 37% d'entre eux croient au bienfait de la recherche technologique et scientifique, mais il y a 9 ans, en 72 donc, 1 Français sur 2 y croyait. En revanche, en 72, 40% des Français souhaitaient la diminution des crédits pour la recherche militaire. Ils ne sont plus que 27% aujourd'hui à demander une telle réduction. Sondage réalisé par la Sofres du 20 au 26 novembre dernier. Il est publié seulement ce mois-ci par la revue La Recherche. Plus de 1000 bébés ont été rendus malades l'an passé au Brésil par du mercure. Ce mercure était contenu dans un désinfectant utilisé par un certain nombre de blanchisseries. 3 de ces blanchisseries ont d'ailleurs été fermées durant plusieurs semaines. 3 blanchisseurs sont actuellement en prison, 2 autres en fuite. Je vous rappelle tout de même que cette affaire se déroulait l'an passé au Brésil. Nous avons déjà beaucoup parlé de sport au début de cette édition avec l'exploit de Thierry Vigneron. Le championnat de France de football, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Et si Nantes est toujours leader, rien n'est joué. Saint-Étienne reste dans la roue des jaunes. Il fallait vraiment en vouloir pour jouer au football cet après-midi à Saint-Étienne. Dans la tourmente, malgré le froid et un terrain couvert de neige, plus de 23 000 spectateurs s'étaient quand même déplacés pour voir les Verts qui jouent ici à droite. Les Verts qui, dès la 16e minute, ouvrent la marque sur une talonnade de Paganelli. Plus à l'aise que les Lyonnais sur le terrain glissant, les Stéphanois aggravent la marque à la 35e minute grâce cette fois à Michel Platini. 2-0 pour Saint-Étienne. 1 minute plus tard cependant, Nikolic ouvre le score pour Lyon, 2-1. Toujours en première mi-temps, les Stéphanois vont pousser leur avantage et porter le score à 3-1 grâce à Zanon, tandis que Chauveau a bien du mal à démarrer pour essayer d'arrêter le ballon. 3-1, c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise à la 46e minute, Chiesa va réduire le score pour Lyon, mais Saint-Étienne conservera son avantage et la rencontre se terminera sur le score de 3-2. Voici les résultats d'ailleurs de cet après-midi. Les équipes qui recevaient se sont imposées, à part Sochaux tenu en échec par Strasbourg. Au classement, Nantes conserve la tête avec un point d'avance sur Saint-Étienne, Bordeaux est 3e, Monaco 4e, Lyon 5e, tandis que dans le bas du tableau, Nîmes est toujours dernier, derrière Angers et Laval.
Oui, le terrain était difficilement jouable. Les chevaux se sont trouvés confrontés presque au même problème à Vincennes, mais prévoyant, les responsables de l'hippodrome avaient tout simplement déversé du sel sur la piste. La réunion d'aujourd'hui a donc pu normalement se dérouler sur la cendrée, Pierrette Bresse. Pierrette ? Et oui, Iltude, le numéro 11, qui mène depuis le début de la course, est encore en tête à l'entrée du dernier tournant, avec à ses côtés Ismène Daubier et Yovi Brésien en troisième position. Derrière eux suivent Iris Dupin et Hiromière. Dans le tournant, Iltude et Ismène Daubier sont toujours ensemble, mais c'est à ce moment qu'Isazis se rapproche très vite à l'extérieur et devient menaçant. Inacar se porte aux côtés d'Iltude et d'Ismène Daubier, et c'est alors que Isard Dupont se met à la faute et se jette à l'extérieur de la piste. Le peloton continue sa course et attaque maintenant la ligne droite. Iltude a toujours le meilleur, mais deux chevaux lancent successivement leur pointe de vitesse. C'est tout d'abord Isassi, qui vient très vite à l'extérieur, suivi aussitôt par Idoline. Le poteau d'arrivée n'est plus très loin. Iltude, mené par Roland Dersoir, a maintenant course gagnée. Deuxième, Isassi. Troisième, Idoline. 11, 19, 14. Un petit tiercé qui rapporte tout de même dans l'ordre pour 5 francs 5825 francs. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1165 francs. Dans tous les classements que font les spécialistes de la chanson, dans tous les sondages qui sont réalisés autour et auprès du public, quelques noms de chanteurs et de chanteuses apparaissent régulièrement. Parmi ces noms, celui de notre invité de mercredi dans Antenne de Midi. Et oui, vous l'avez reconnu, elle est derrière moi, c'est Mireille Mathieu. Mireille qui était la vedette du festival de télévision de Monte-Carlo. Gérard Rolls et Bernard Berlier l'ont d'ailleurs suivi côté coulisses. Ich schließe die Augen und denke an die Zeit. Quelles sont ses qualités d'après vous? Simple, gentil, souriante, aimable. Sa simplicité, son dynamisme et sa gentillesse. Sa joie de vivre surtout. La joie de vivre des méridionaux. Elle chante très bien. Elle est agréable à regarder à la télévision. Elle est sympathique. On l'aime bien quoi. Ces gens, je leur dois beaucoup parce que si je fais ce métier, si j'ai la possibilité de vous parler, c'est grâce à eux. C'est ceux qui viennent vous voir, qui achètent vos disques. Alors pourquoi être... au contraire, il faut être très gentil avec eux parce qu'on leur doit tout, c'est le public. On dit vous êtes gentille, on le dit. Oui. Mais vous n'êtes pas très futée. C'est-à-dire, futé, c'est quoi? Idiote? Oui. Est-ce que j'ai l'air idiote? Oh, je vis comme j'ai envie de vivre, je vis normalement, j'aime être entourée de gens, c'est exact, des gens qui m'aiment, qui m'aident à faire mon métier. Et, je sais pas, si vous me dites par rapport à mes débuts, à 13 ans et demi, je travaillais donc à l'usine, par rapport à maintenant, c'est totalement différent, ça, je suis tout à fait consciente de ça. Mais j'aime un métier passionnément, qui est dur, qui est formidable, et c'est tout à fait différent, effectivement, mais j'aime vivre comme ça. Personne ne me force, personne ne me dit « Mireille, fais ci, fais ça ». On vous conseille quand même? On me conseille, heureusement, et à côté de moi, j'ai Jenny Starr qui m'aide, qui m'a appris mon métier et qui continue à me l'apprendre. Et je ne peux pas faire ce métier toute seule, c'est pas possible. Si tu veux qu'il te pardonne, viens chanter, mais tant mieux, le dimanche et la semaine. Nous vivons tête baissée et penchés sur notre peine, sans jamais nous relever. À mes débuts, quand j'ai démarré, effectivement, quand j'ai fait le jeu de la chance, je n'avais pas de chanson en moi. Donc, j'ai chanté des chansons d'Edith Piaf, c'est exact, parce que je pensais que ça convenait bien à ma voix. Mais quand j'ai fait ce métier, enfin, je pense... professionnellement, il n'en était plus question parce que je pense qu'elle est irremplaçable et que personne ne pourra l'emplacer et que pour faire ce métier, c'est pas possible. Il faut avoir sa propre personnalité. On ne peut pas imiter quelqu'un. Elle est unique. Et moi, j'essaie d'être moi-même. People who need people are the luckiest people in the world. Will children needing other children solamente una vez. Amen la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza.
speranza. Vous n'avez pas l'air de faire très chaud non plus à Monte-Carlo, vous l'avez constaté. Dans l'actualité de cette journée, d'ailleurs, j'aurais pu aussi vous parler longuement du froid et de la neige, mais après tout, pourquoi vous faire frissonner alors que vous êtes probablement rentré bien au chaud chez vous, puisque vous êtes devant la télévision. L'hiver n'est pas terminé, vous le savez, il ne va pas se terminer demain. D'ailleurs, la vague de froid actuelle va continuer. Alors si elle ennuie un peu les automobilistes, eh bien, elle contente les enfants. C'est d'ailleurs sur ces images de Paris sous la neige aujourd'hui que nous allons nous quitter à 23h et quelques minutes. C'est Gérard Rolls qui vous présentera la dernière édition de ce journal. Et demain à 12h45, antenne de midi en Algérie. Bonne soirée.